Bonjour à tous et à toutes, je me présente Leila Friat, je suis conseillère relations avec les communautés à l'action éducative, culturelle et citoyenne du musée McCord Stewart. En mon nom et au nom du musée, je vous souhaite la bienvenue pour ce grand entretien ce midi avec Iman Ayessis et Alexis Walker qui est présenté dans le cadre de l'exposition Afrique Mode et en collaboration avec le Centre culturel afro-canadien de Montréal. Avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne tous quelques minutes pour penser au territoire sur lequel vous vous trouvez. Le musée McCord Stewart est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des générations par la nation Kanien'kehá:ka, qui témoigne d'un profond attachement envers ce territoire nommé Tiohtià:ke. C'est important de reconnaître les conséquences désastreuses du colonialisme et de contribuer à la vitalité des cultures autochtones. On vous invite à le faire par le biais de rencontres, d'échanges et de réfléchir aussi au territoire où vous êtes, que ce soit là où vous habitez, là où vous travaillez ou peut-être là où vous vous rendrez durant ces vacances à venir. Alors, l'échange d'aujourd'hui est un échange d'une durée d'une heure qui aura une période de questions également d'une dizaine de minutes en fin de rencontre et elle nous permettra d'avoir une discussion avec Iman Ayessis, qui est né au Cameroun dans une famille férue d'art et de sport. Alors qu'il amorçait sa carrière de danseur au sein des ballets nationaux du Cameroun, Iman s'investit dans la mode, une passion née dans le sillage d'une mère ayant été élue Miss Cameroun, et il devient styliste pour le plus grand atelier de fabrication de prêt-à-porter du pays. Pendant plusieurs années, Iman collabore avec des chorégraphes, des artistes de renommée internationale comme Patrick Dupont, dont les tournées et le spectacle l'amènent aux quatre coins du monde. Parallèlement, il contribue à créer des robes au Cameroun. Il s'installe à Paris au début des années 1990, où il commence une carrière de mannequin et défile pour les plus grandes marques de luxe, dont Dior, Lanvin, Yves Saint Laurent, Valentino, Givenchy et d'autres. Tout en participant à des campagnes publicitaires et à de nombreux éditoriaux de mode. C'est à cette époque qu'il décide de se consacrer pleinement à son travail de couturier. Iman crée des pièces de haute couture vendues sur commande et de prêt-à-porter de luxe distribuées en Afrique du Sud, au Cameroun et au Japon. Il a présenté ses collections à Rome dans le cadre d'Alta Roma. Il est aussi habitué des semaines de la mode africaine, mais c'est à Paris, pendant la semaine de la haute couture parisienne, qu'il présente ses nouvelles collections. Il sera en discussion avec Alexis Walker, qui est adjointe à la conservation de la collection costumes, mode et textile depuis 2015 au musée McCord Stewart. Je vous cède la parole. Merci beaucoup à vous deux d'être là aujourd'hui. Merci, Leila. Comme Leila dit, je m'appelle Alexis Walker, conservatrice adjointe en costume, mode et textile ici au musée McCord Stewart. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Iman Ayessis, un des créateurs présentés dans l'exposition Afrique Mode du Victorian Albert Museum, actuellement présentée au musée jusqu'au 1er février. Comme Leila a dit, Iman Ayessis est un créateur de mode origine de Cameroun qui maintenant présente ses collections à Paris en tant que membre invité de la Chambre syndicale de la haute couture. Selon son site web, Iman Ayessis Couture incarne l'audace et l'élégance, fusionnant l'héritage africain avec le luxe de la haute couture parisienne. Iman nous rejoint aujourd'hui d'Hollande. Merci d'être avec nous et de parler un petit peu de votre travail, Iman. Merci, je vous remercie de votre invitation. Nous allons passer la majorité de notre heure ensemble à regarder les ensembles, les photos et les images de les créations d'Iman. Mais avant de commencer, j'aimerais juste poser quelques questions sur vous et votre compagnie. Leila a fait une très bonne introduction, mais ma première question est plus comme votre background comme danseur et mannequin. Est-ce que ces deux expériences-là ont informé votre travail comme designer et couturière? Oui, je crois qu'il y a eu de l'influence. J'ai beaucoup dansé j'étais danseur spécialisé sur les danses africaines. Et le mannequinat aussi. Je crois qu'il y a un lien, parce que c'est le corps, l'expression du corps, la liberté de mouvement, le fonctionnement qui relie le corp et l'étoffe, le mouvement aussi. Je crois que c'est un lien avec la mode. Pour moi, ça m'a amené à mieux comprendre les choses, l'aisance du vêtement, mieux comprendre le vêtement, comment on bougeait aussi avec certains volumes des étoffes. Oui. Donc, pour moi, il y a un vrai lien
entre tout, que ce soit la danse, que ce soit le mannequinat, on porte le vêtement, on prête notre corps au designer, on loue notre corps, notre silhouette au designer pour pouvoir présenter la création. Donc, quand c'est comme ça, il faut aussi connaître son corps, comment fonctionner, comment l'élégance, ça a un lien avec l'élégance, l'état pur. Parce que quand on parle de la mode, on est mannequin, on loue son corps, il faut connaître aussi les vêtements, certains produits que les clients ont besoin de montrer. Il y a un lien. Donc pour moi, ça m'a beaucoup aidé. OK. Alors, comment vous êtes-vous retrouvé à Paris et pouvez-vous nous parler un peu de votre invitation par la Fédération de la haute couture? Alors, je me retrouve à Paris en tant que danseur. Et bien sûr que j'ai défilé déjà en Afrique comme danseur aussi. Et cette fois-ci, je viens par le biais de Yannick Noah, le tennisman, qui avait sorti un titre de l'été qui s'appelait Saga Africa, dont on va faire la tournée avec. Et finalement, à la fin de la tournée, durait plusieurs mois. J'avais décidé de rester et ça n'a pas été facile. Le temps passe et tout. Je savais déjà dessiner, coudre un peu, faire plusieurs choses qui m'attiraient dans le domaine de la mode. Et là, je me décide à rester à Paris et je vais faire des collections en off. J'ai quelques clientes. Je m'améliore aussi au fur et à mesure. Je tiens à dire que je suis un autodidacte du métier. Donc, au fur et à mesure, je m'améliore et tout. Et là, je vais rencontrer plus tard, je vais rencontrer l'historien de la mode et professeur en même temps, Jean-Marc Chauve, qui va me conseiller de commencer à m'aligner vraiment dans les bonnes dates professionnelles quand il y a des rendez-vous de la mode à Paris, donc les défilés de couture. Et c'est ce que je vais faire. Et au final, il me dit, ouais, peut-être que tu pourras te présenter au calendrier officiel pour faire sa candidature. Et ça, j'ai essayé plusieurs fois et cette fois-ci, ça a marché. Et on m'annonce que je suis retenu. Et quand on me retient par rapport à quoi, je crois que c'est aussi l'endurance, la persévérance, le sérieux que j'ai établi durant toutes ces années. Et je me suis, j'ai fait la route, une longue route avant d'arriver au calendrier officiel de la haute couture. Il y a forcément des choses que les gens ne connaissent, ils ignorent, ils ne connaissent pas, mais parfois les gens voient juste au moment que ça brille, sans voir tous les efforts qui ont été faits derrière. Donc il y a plusieurs années de travail et d'efforts derrière. Et la récompense aussi, c'est qu'il y a les journalistes, les connaisseurs du métier sont là qui regardent. Parfois, ils attendent le bon moment pour pouvoir agir. Dans mon cas, je pense que c'est un peu ça. OK. Et c'est quelle date que vous avez reçu? Dans quelle année avez-vous reçu l'invitation? Alors, c'est 2020, janvier 2020, le jour précis, je ne me souviens plus, mais c'est 2020. OK. Et pour moi, ça a été incroyable. C'est une reconnaissance, une reconnaissance inouïe pour moi, que ce soit l'Afrique ou les amis de l'Afrique, parce que c'est très important cette vitrine. Oui, oui, mais c'est un grand honneur. Sur ce point-là, est-ce que vous pouvez décrire votre marque et votre style et peut-être parler un peu de qui sont vos clients et vos clientes? Alors, décrire la marque, parfois, c'est pas évident, vous savez, c'est pas évident de parler de soi-même, mais j'y vais essayer. Depuis fort longtemps, j'essaie de mélanger des choses qui viennent d'Afrique et avec des choses. Donc, quand il dit les choses, c'est les matières, c'est les tissus, certains embellissements, certains détails qui viennent des différents continents, différentes cultures aussi. Ma culture camerounaise, mes cultures africaines, la culture parisienne du monde, si je voyage beaucoup. Et j'aimerais montrer que l'Afrique a une place dans le monde du luxe. Et dans ma manière de voir des choses, j'essaie de sublimer la femme avec une certaine subtilité. Beaucoup de choses sont faites de manière très légère, de belles finitions,
le côté homogène et très minimaliste. Il y a aussi le côté, parfois, je peux faire des robes assez chargées avec beaucoup de travail, beaucoup d'embellissement, que ce soit la broderie, tout ce qui peut me passer dans la tête, mais dans ma manière de voir les choses, j'adore les choses qui tombent d'une façon très aérée. Là, on retrouve aussi un peu le monde de la danse, des choses du flou, pour parler des drapés, le côté structuré aussi, la veste hein, ou un bustier ou la robe, la grande robe de bal, la grande robe traditionnelle très couturier, c'est offert aussi. Mais pour les clientes, dans les défilés, c'est que j'ai besoin de montrer, c'est une autre façon de montrer d'autres formes, d'autres volumes, d'être concevoir les vêtements autrement, parce que beaucoup de choses ont déjà été faites. Et je crois que aujourd'hui, l'Afrique, une autre Afrique, des nouvelles choses et des nouvelles idées. Et ça, parfois, c'est pas toujours évident. Il faut chercher des idées, il faut les trouver. Les clientes que j'habille, elles viennent de partout aujourd'hui. J'ai des Françaises, j'ai des Américaines, Chinoises et des Africaines. Ça vient un peu de partout, par curiosité aussi. Ceux qui découvrent aussi la marque de bouche à oreille par leur connaissance, ceux qui découvrent par la presse aussi. Donc, ça bouge, hein, ça bouge petit à petit. OK. Aussi, pouvez-vous parler un petit peu des moments forts ou mémorables dans votre carrière jusqu'au présent? Par exemple, est-ce que vous avez gagné des prix, des expositions ou des distinctions marquables pour vous? Oui, les moments forts, il y en a eu. Des moments forts, euh, j'ai, on m'a donné la médaille de chevalier des lettres et des arts hein, Oh, en France. Et ensuite, j'ai été réélevé je suis devenu officier des arts et des lettres aussi, toujours par la France. Les moments forts aussi, c'est quand j'habille aussi certaines personnalités, comme Zendaya, comme cool. Angela Bassett, Audrey Azoulay, l'ancienne présidente de l'UNESCO, Angélique Kidjo et bien d'autres. Donc, les rencontres aussi avec la presse, parce que je suis toujours à la conquête de la nouvelle presse, de la mode, il y en a, il y en a, il y en a. Des rendez-vous importants pour des grands événements comme le Festival de Cannes aussi, habiller Oui, les robes qui vont, les femmes, les silhouettes des actrices de cinéma, des comédiennes qui vont monter les marches. C'est un endroit qui est très attendu quand le Festival de Cannes, la période arrive, c'est beaucoup de mouvements. Si on n'a que ne serait-ce qu'une robe qui monte les marches, c'est déjà ça. Donc, à chaque saison, j'arrive toujours à placer une robe. Donc, c'est des grands moments parce que le monde entier, tous les caméras sont fixés vers Cannes. Donc, oui. il y a des moments forts comme ça, ou aussi des nouveaux rencontres des gens que je m'attendais même pas à rencontrer et que ça se fait. Ça aussi, c'est génial. Mais finalement, juste une question avant qu'on passe par les images, parce que je suis sûre que les gens veulent voir les vêtements desquels on parle. Mais dans 5 ans, où aimeriez-vous vous voir? Like, comment envisagez-vous l'évolution de votre marque, de votre pratique de design à l'avenir? À l'avenir, dans 5 ans, je ne sais pas, euh, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de questionnements aussi. Dans 5 ans, comment je pourrais vous dire ça? Je vais rêver. Je suis en au Chanel, au Lanvin ou Yves Saint Laurent. Le rêve est fou. Donc, pendant que nous y sommes, il faut rêver. J'aimerais faire beaucoup de choses, mais parfois, ma grande tradition, je préfère garder des choses un peu à l'abri, faire des surprises, surprendre les gens. Parce que parfois, quand on dévoile trop les choses à l'avance, si jamais les choses ne se réalisent pas comme on avait prévu, ça peut paraître un peu bizarre. Donc, j'ai toujours fonctionné ainsi, par surprise. Oui. Je n'annonce pas trop les choses à l'avance.
mais je souhaite évoluer dans le sens, je suis quelqu'un j'aimerais aller beaucoup plus loin. Voilà. OK. Est-ce que vous avez jamais eu l'idée de créer les choses pour hommes ou c'est que des femmes que vous aimiez habiller? Bien sûr que j'habille énormément de femmes, parce que les femmes, elles sont belles, elles sont incroyables, les femmes. J'habille les hommes aussi. J'habille OK. les hommes. J'ai fait des collections, des mini-collections pour hommes, des collections parfois un peu exceptionnelles, des pièces exceptionnelles, tout ça. Oui, j'habille les hommes aussi, OK. mais je mets beaucoup plus en avant les femmes parce qu'il y a beaucoup de choses autour de la femme. Oui. Bien sûr qu'aujourd'hui aussi, la mode évolue, le monde évolue. Autour de l'homme aussi, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent. Aujourd'hui, les hommes, ils ont des lignes d'accessoires, les sacs à main, même le côté make-up aussi, les produits de make-up, tout un tas de trucs. Mais je trouve qu'avec la femme, on s'amuse plus. La femme Oui. elle nous fait rêver toujours. Oui. Un, Oui. un, Oui. un show de femme, euh, que des femmes, ça n'a rien à voir avec le défilé des hommes, c'est bien aussi, mais les femmes, c'est beaucoup plus faire et on peut déplacer les choses. C'est comme dans un conte de fées. Oui. Je déplace la tour Eiffel, je l'amène en plein Yaoundé, par exemple. Et je la coiffe comme je veux, je la maquille comme je veux. OK, je pense que maintenant, on va présenter quelques exemples de vos créations. Alors, si on peut ouvrir le PowerPoint, merci beaucoup. Alors, on commence. Alors, cet ensemble, c'est lequel qui ouvre l'expo Afrique Mode. Et le texte qui Oui. l'accompagne explique que son design se situe à la croisée des systèmes de mode et illustre à quel point la mode africaine dépasse toute définition. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet et de parler un peu plus de cet ensemble, les matériaux, l'inspiration, des choses comme ça? Alors, déjà, euh, cet ensemble, ça qui, euh, qui embrasse le monde du luxe, au niveau de la créativité, au niveau de la manière que j'ai essayé d'assembler les idées, les inspirations africaines et les anses du luxe mondial, le côté très Paris, le côté très couture mode, avec les formes qui sont pas toujours visibles, ou il peut dire peut-être que c'est un peu nouveau. Donc on va voir la matière en elle-même, c'est du gazard. Le gazard le gazard de satin qui brille un tout petit peu, comme vous voyez, la couleur est c'est très voyant. Du fuchsia comme ça, un fuchsia sur deux tons. On a le pantalon qui a notre reflet par rapport au haut. Et c'est une espèce de drapé qui rappelle le boubou et le pagne posé sur l'épaule de façon élégante. C'est dans la tradition africaine. Mhm. Et tout le top est bordé de, de, de brindilles de raffia. Et c'est beaucoup de travail, le raffia, tout ça. Et en même temps aussi, le raffia qui est une matière très rustique, pas facile à travailler et que j'ai voulu, que je mets toujours en avant pour montrer comment on peut le travailler, comment on peut sublimer le raffia, sachant que le raffia, je dis toujours que quand les Occidentaux sortent les paillettes et les Africains sortent du raffia, parce que Mhm. le raffia est présent dans tous les événements importants en Afrique, donc c'est l'équivalent de raffia. C'est comme ça que je le présente, le raffia. Et le gazard, c'est de la soie. C'est de la soie un peu... c'est la soie un peu pas facile à travailler, qui Oui. prend les formes, que je peux. J'adore le travailler parce que ça prend du volume, ça prend les formes. Et, Oui. Il y a une bonne structure avec euh, le gazard, c'est ça? j'ai. Tout à fait, tout à fait. La structure est assez belle, mais très têtue, pas évident à manier. Il faut savoir le maîtriser.
OK. Et est-ce que vous aimez, je sais que est-ce que la durabilité est quelque chose d'important à votre pratique? Est-ce que vous préférez utiliser toujours les matériaux naturels que La, synthétiques? la question de durabilité, c'est une question qui est importante pour la mode. Ce qui me concerne, j'essaie toujours de travailler, de contrôler. C'est pas évident, et je l'avoue. Euh, de travailler avec les matières qui polluent moins, de faire attention à l'environnement, de contrôler un peu les fils, les fibres, hein, la matière en elle-même, d'où ça vient, ça a été travaillé comment, mais euh, il faut avoir le pouvoir pour pouvoir contrôler la base des choses, ce qui n'est pas toujours évident. Mais je sais que j'ai fait ce que je peux à mon niveau. OK. OK. Prochain. C'est joli manteau coupé d'un tissu kente. Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu, premièrement, du kente? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est fabriqué? Et peut-être après parler de l'utilisation ici dans votre design pour manteau. Alors, les manteaux Kente, cette collection, c'était vraiment, c'est une histoire assez touchante. Je connaissais déjà les Kente. Les Kente, ça vient du Ghana. On les trouve aussi, il y a le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire. Après, ça dépend des pays et des peuples. Ça, c'est un Kente ghanéen. Et les quinquets sont travaillés de façon très traditionnelle par les artisans et c'est des tissus qui sont tissés. À l'ancienne époque, ça servait à faire des cadeaux précieux, somptueux pour des amis ou pour des mariages, ou pour chaque Mhm. famille avait aussi des, des tissus qui appartenaient à la famille pour les occasions exceptionnelles. Donc là, j'avais trouvé ça tellement beau que je m'étais dit, je vais les introduire aux collections pour montrer la beauté de ces tissus, tous ces bandes avec les motifs broderie, des objets différents. Ça peut être des mains, des oiseaux, des animaux, tout un tas de trucs, hein. Et j'ai étudié le tissu. Et j'ai commencé à faire des manteaux que j'ai pas voulu couper n'importe comment. Les manteaux étaient étudiés de façon très homogène et respectaient aussi les lignes des bandes pour ne pas faire trop de gâchis. Donc, ça a donné ce que vous aviez sur la photo là. Et en même temps aussi, c'est une manière aussi d'envoyer la lumière aux artisans qui sont derrière dans différents ateliers, des, des ateliers qui fabriquent les quintés et tout ça. Et quand je travaille avec eux aussi, je les apporte certains conseils, mieux bien tisser, bien faire les tissages avec des belles finitions, faire attention aux fils, bien choisir aussi les fils de coton. Il faut peut-être éviter, si c'est possible, d'éviter les fils avec du polyester ou quoi que ce soit, pour éviter le côté polluer l'environnement et ainsi de suite, quoi. OK. Alors, on a sur le troisième exemple, un autre exemple de ce type de manteau kente. Mais comment est-ce que ce tissu-là, cette kente-là est différent que l'exemple précédent? Alors, c'est deux aspects très différents. Vraiment dans la tradition du kente que j'ai peut-être revu à ma façon. Et là, le deuxième manteau, on est toujours dans la tradition au niveau du tissage, mais ce qui est nouveau, c'est le motif, hein, Oui. et les fils de laine, parce que celle-là, elle est faite en laine, alors que l'autre, elle est faite avec des fils de coton. Et là, c'est les fils de laine qui sont nouveaux. On va voir aussi euh, les motif en elle-même, hein. Il y a un côté très moderne, très aéré et graphique en même temps. C'est les fils de Morinos. Euh, et au niveau
du tissage en elle-même, je crois que on avait essayé de repartir sur le tissage traditionnel, mais amélioré de façon moderne pour pouvoir avoir accès à ce motif qui fait quand même assez évolutif quelque part. Donc, c'est deux aspects très différents. Alors, dans une situation comme ça, ce tissu-là est aussi tissé à Ghana, oui? Oui, au Ghana, exactement. Et est-ce Chez les... que, en collaboration avec les artisans, est-ce que c'est vraiment une collaboration où vous suggérez couleurs ou motifs, ou est-ce que c'est que vous juste allez vers les artisans et achetez les tissus qu'ils font? Je suggère les choses, j'ai besoin de voir, je respecte les bases du tissage, Oui, après j'ai besoin d'évoluer. Donc j'ai choisi les couleurs, parfois même les fils. Et parfois on refait les couleurs de certains fils, j'ai choisi les motifs et parfois même le tissage aussi. J'ai besoin d'évoluer en respectant les bases hein, et d'évoluer pour pouvoir obtenir des choses, autre chose. Donc, c'est bien pour moi, c'est aussi bien pour certains artisans parce que ça les amène à voir, aller vers autre chose, à évoluer autrement et connaître oui, aussi d'autres techniques. Hein. oui. Et comme c'est un style qui est parti de deux collections différentes, j'assume que ces manteaux kente sont populaires avec les clients. Oui, c'est le manteau Quintet, je me disais, j'ai dit toujours que mes manteaux Quintet sont comme les sacs chez Hermès. Ça prend beaucoup de temps, J'aime ça. ça prend beaucoup de temps pour faire. Donc, si on est capable de s'en offrir, hein, j'exagère peut-être, c'est pour faire Oui, rire, hein, mais c'est un peu coûteux, parce oui, qu'il y a beaucoup de temps derrière. Donc, il faut aussi que les artisans puissent s'en gagner un peu pour pouvoir améliorer leur manière de travailler, acheter les meilleures bases de fil, du bon fil, hein, faire des belles oui, finitions, tout ça, ça demande un peu de moyens. Aussi, ils doivent vivre aussi, ils ont des familles à faire vivre. oui, oui, Tout ça, je prends tout ça en compte. Donc, une femme qui assume son statut de femme dans le monde doit absolument avoir le manteau signé Imana ici dans sa garde-robe. Donc, c'est très important. C'est pour ça que j'ai fait la petite réflexion de le sac Hermès. Bon, oui, ça coûte ce que ça coûte, mais il y a beaucoup de travail derrière. Il y a aussi l'image et tout ce qui va avec pour pouvoir. C'est des belles choses. Ça nous fait rêver. Ça fait oui, rêver le monde. oui. Mais je les aime beaucoup à cause du fait qu'il y a toute cette tradition, les techniques artisanales. C'est un objet de luxe, mais au même temps, ça a l'air quelque chose de très pratique et confortable à porter aussi. Oui, c'est ça. Le luxe, c'est ça aussi. Le luxe, c'est quoi d'abord? C'est l'acceptation de soi-même, la mise en valeur de ce qui nous entoure, hein. L'embellissement, la considération, le temps, c'est un tout. Donc, c'est ce qui est beau, c'est qu'on on pense aussi à tous ces artisans qui sont derrière leurs petites machines à l'ancienne, qui prennent le temps, qui travaillent très dur. Parfois, quand on travaille sur des pièces, parfois on ne compte même plus les heures tellement c'est long. Donc, on finit même plus par compter des heures. La couture, le luxe, la haute couture, c'est ça aussi. Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de pression, beaucoup de questionnements, beaucoup. On y va, on y va, on y va. Au final, même, on ne compte plus des heures. Oui. OK. À la prochaine. Je vais continuer. Alors, voici quelques exemples des robes haute couture contemporaines qui intègrent un textile camerounais très traditionnel et ancien, l'obam. Comment l'obam est utilisé dans ces deux robes? Alors, le baume est utilisé. La première robe, on a une belle robe blanche faite avec du chanvre. Toute la jupe est faite du chanvre. C'est pour ça que ça prend ce volume, un peu la texture qui tient la couture et tout. J'adore, hein. Et le volume embrasse le sol. Et la taille est bien marquée avec une grande ceinture hein, qui borde tout le haut et bordé, et orné et brodé de fleurs de baume. Alors, le baume,
une écorce d'arbre tape à l'ancienne. Je vais juste Et, avancer parce qu'on a une meilleure image de l'obam traditionnel. Alors, je vous laisse continuer à parler de l'obam. dans le baume, cette écorce d'arbre, cette matière très rustique, hein, et très brute. Donc, je le reçois, je le travaille, il faut le laver, il faut le manipuler. Après, je commence à dessiner les formes. Je peux faire toutes les formes que je veux, les fleurs, tout ça. Après, je le peins moi-même, pièce par pièce. Je repeins encore à deux, à trois fois. On le passe. Il faut, euh, il faut que la teinture tienne et après, je commence à faire les montages. Donc, c'est une manière aussi de montrer que les matières rustiques d'Afrique ont une place dans le monde du luxe, de la haute couture. Tout dépend comment on va jongler, on va apercevoir les choses pour pouvoir monter des pièces. Dans la deuxième robe aussi, en noir, c'est de la soie et tout le haut aussi est brodé de fleurs de baume, mais couleur noire. Et de temps en temps, on va avoir les petites pierres qui brillent comme des petites étoiles qui nous appellent un peu, de temps en temps, pas partout, de temps en temps, subtilement. Et ça fait des petites brillances qui, euh, qui illumine un peu de temps en temps. Et c'est un croisement des deux. On est vraiment dans la pierre qui nous rappelle un peu le côté très diamant. Marilyn Monroe avec les diamants. Les diamants sont le meilleur ami des femmes. Et là, on a cette écorce très brute que j'ai façonnée à ma façon pour l'embellir, pour essayer de lui donner ses lettres de noblesse dans OK. le monde du luxe. Oui, oui, oui. Je trouve que le Obama est quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous pouvez juste parler un petit peu plus ou nous expliquer comment c'est fabriqué le tissu ou d'où il vient? Il vient des arbres, c'est ça? Alors, le baume vient de plusieurs pays. Au Cameroun, dans le grand groupe de peuples Ekan, Fan, Beti et Ondo, qu'on retrouve au Cameroun, au Gabon, Guinée équatoriale, et je crois aussi, il y a d'autres pays aussi comme euh, Congo, RDC, et bien d'autres, même en Côte d'Ivoire, on en trouve. Et chaque pays a sa propre façon de faire le baume. Donc, cette écorce d'arbre. Et c'est fait comment? C'est un arbre bien précis. On les dépaisse, on le coupe à l'arbre, on le dépaisse. Et je crois que la peau, l'écorce de l'arbre, après avoir le dépecé, ça se régénère encore. Après quelques temps, l'écorce se repousse. Donc, l'écorce qui a été récupérée, on le sèche, on le lave, hein, on le sèche, on le manipule, hein, on le sèche. Il y a plusieurs étapes de travaux. Et après, on a le baume. Et cette baume-là, à l'ancienne époque, ça servait de tissu pour faire des drapeaux autour de taille, parfois même des turbans, tout un tas de trucs. Et c'est ça, le baume, c'est ça qui est devenu le tissu qui représente les peuples de la forêt, comme à l'ancienne époque. Tous les gens des peuples de la forêt centrale utilisaient le baume OK. Et avant l'arrivée des Européens, je pense, en Afrique. pour une robe comme ça, alors votre collaboration, vous travaillez avec les artisans d'Obam en Cameroun et après on voit les textiles à Paris ou vous les confectionnez dans l'atelier à Paris? Oui, et donc le baume, j'ai quelques artisans, que ce soit le baume, que ce soit le raffia. OK. Le baume, le Cameroun, et parfois je cherche aussi à voir dans d'autres pays comme le Gabon aussi, pour voir aussi les différences baumes, les textures qui peuvent être différentes selon la manière de le travailler, ainsi que tout ce qui est raffia. Je change de pays aussi, parfois le Cameroun, parfois je travaille avec Madagascar. J'adore le raffia de Madagascar. Parfois, je peux aussi aller voir, essayer de voir avec le raffia qui vient ce soit euh, du Congo ou du Gabon ou Guinée équatoriale, tout dépend. Parce que tout ça, chaque pays a sa manière de traiter les matières. Et la Oui. différence aussi peut être surprenante au niveau
de la subtilité des choses, et des volumes, du grammage et de la matière aussi. Tout dépend comment la matière. Oh, Allô? désolé, vous étiez gelé, mais c'est correct, ça marche maintenant. Alors, on va passer à la prochaine, mais je veux juste dire que cette robe blanche est présentement au musée McCord Stewart, partie de l'expo Afrique Mode aussi. OK, alors la prochaine, ces robes-là, je pense que celles-ci sont mes préférées de le vôtre. Sont très belles et luxueuses, mais comment peuvent-elles également véhiculer des messages socio-culturels ou politiques? Et aussi, si vous pouvez parler un petit peu de la technique ici qu'on voit l'appliquer. Alors là, on est sur deux robes. Deux robes. La première, je vais d'abord parler de l'aspect de la robe en elle-même. Des robes qui font partie de la même collection. La première, c'est du fuchsia. On a des paysages, donc le respect de l'environnement, donc les forêts. Et la deuxième que j'avais baptisée la mer Noire, hein, pour défendre l'environnement des océans qu'on pollue aussi. C'est pour ça qu'il y a la baleine bleue, il y a une sirène, il y a une pieuvre de petits poissons, ainsi de suite. Et là, c'est des techniques, hein, qui nous viennent de l'ancien Dahomey, le Bénin, et aussi du Ghana. Des drapeaux Astafo, c'était une façon que les guerriers se montraient pour pouvoir exhiber leur force, hein, et courage à leur vie quotidienne. Il découpait les dessins, parce que ça se fait encore, hein, donc c'est pour ça que j'ai parlé dans le passé et le présent. Ça découpe les dessins des différentes scènes, on les applique, hein. Et c'est tout un travail minutieux aussi, parce que quand on voit de près la manière que c'est fait, c'est très beau. Et c'est beaucoup de représentations différentes. Et c'est comme si on fait une vidéo de sa vie et on le montre. Et quoi, oui, je peux dire ça comme ça. Et c'est très visuel, très culturel, et ça envoie des messages qui nous interpellent. On lit beaucoup de choses selon ce qui est appliqué sur les drapeaux ou sur les morceaux de tissus. Ça peut être des scènes d'animaux, des scènes quotidiennes entre humains et humains, ça peut être des objets qu'on utilise tous les jours, tout dépend. Et c'est vraiment des techniques assez beaux à voir et assez captants. C'est toute une culture aussi, que ce soit du côté Ghana ou alors l'ancien Dahomey, le Bénin. Et c'est ce que j'ai voulu reproduire aussi pour faire. J'ai essayé d'interpréter les choses à ma manière pour saluer aussi ces cultures-là. Et c'est ce qui est beau aussi, que de temps en temps, nous, les artistes ou les designers, on fait référence à certaines choses qui existent dans un coin du monde que, par exemple, certaines personnes de l'autre coin du monde ne connaissent pas forcément. Donc, ils vont faire des découvertes. Là, on voit des belles robes. Mais oui, c'est comme des tableaux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est caché derrière? Il y a une histoire d'un peuple derrière. Oui, il y a une culture derrière. Il y a un savoir-faire derrière. Il y a des gens derrière. Il y a un conte derrière, parce que ça aussi, c'est une manière de compter une culture, de compter la façon que vivent un groupe de personnes dans un coin du monde, dans un pays, l'ancien Dahomey, le Bénin ou au Ghana et autres. Oui. OK. Alors, ces deux ensembles proviennent de la collection Madzang. Pouvez-vous nous parler du concept derrière cette collection et pourquoi on a comme les jumelles ici? Alors, je tiens à dire que j'adore travailler thématique. Et quand je travaille thématique, c'est une manière de raconter aussi des histoires.
parfois, la plupart de mes collections, je les donne des noms africains que je réexplique aussi que signifie le nom. Donc là, on est sur Mazan. Mazan, ça veut dire sœur. Ça peut aussi dire deux amis qui ont tellement mis du temps ensemble, plusieurs années, les amitiés qui durent tellement. Au final, on finit par, les deux amis finissent par se ressembler, comme s'ils étaient nés de même père, même mère, alors que c'est juste deux personnes qui viennent de deux familles différentes, mais tellement qu'ils ont passé le temps qu'ils finissent par être sœurs. C'est la question la réflexion que je voulais montrer aussi du côté la matière, des choses qu'on manipule. Là, c'est une collection de vêtements. On va voir que, par exemple, en Afrique, il y a des matières qu'on peut retrouver en Afrique et on peut retrouver l'équivalent ou une ressemblance aussi avec une matière japonaise, africaine, coréenne ou même canadien ou français, des choses qui sont des similitudes. Parfois, ça peut être frappant. Donc là, on a la matière, on a le raffia et l'organza, je ne me trompe pas, c'est le gazard. C'est deux matières très différentes, mais la manière que je les ai travaillées, il y a un approchement, une certaine approche qui nous rappelle avec les volumes. C'était aussi une petite clin d'œil du côté Balenciaga, Cristobal Balenciaga, que j'adore son travail. Donc, un petit clin d'œil. Mais on voit que selon les matières, les volumes, il y a quelque chose qui se passe. On est dans une matière qui est très brute, que j'ai façonné à ma manière. Le tombé est très, oui, c'est du glamour. Et l'autre qui est un peu nerveux au niveau des volumes, un peu têtu, mais ça tient bien les formes de la couture, le gazard. Et il y a une histoire. Et cette histoire-là, c'est aussi l'ambiguïté quand on fait ce genre de croisement. Oui. C'est pour voir aussi le rendu. Même moi-même, je peux aussi être surpris de voir les rendus, je veux dire les rendus après une telle expérience de croisement des idées. Et je pense que la prochaine, cette idée de croisement, on voit aussi dans cette robe de la même collection, Madzang. Je pense que c'est coupé sur le billet, une technique qui était maîtrisée par Madeleine Vionnet, la couturière parisienne, mais c'est coupé d'un coton tissé à main à Cameroun. Oui, là, on est sur le Godo. C'est du coton brut du OK. nord Cameroun, qui s'appelle le Godo, dans les peuples Haoussa du Cameroun, ou les peuples Bekwele. Bekwele, ça veut dire en langue béti du Cameroun, Peul, ou les Mbroro, et autres, tous les peuples du Grand Nord au Cameroun. Donc, parce qu'ils ont un savoir-faire avec du coton brut qui est assez beau à voir. Donc, la matière vient de là-bas. Et ce côté brut, que parfois dans du brut, hein, je cherche à faire des choses. Je prends la matière brute, je veux le rendre, c'est lettres de noblesse. Tout va se jouer dans la coupe, la finition. Le côté Madeleine Vionnet, j'adore le travail de Madeleine Vionnet qui a su maîtriser la coupe du biais. Le tombé du biais, elle le maîtrisait très bien. Donc, c'est aussi un hommage à cette grande dame de la mode. Donc, tout est dans la coupe, tout est dans la finition, parce que la matière en elle-même, c'est une matière simple et brute et même lourde, mais au toucher, c'est très beau, c'est très doux. Donc, et comment faire pour pouvoir faire une pièce, c'est important, avec une matière qui, au premier coup d'œil, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire une pièce qui va porter le nom de la haute couture avec comment on va faire. Donc, c'est un vrai challenge. Donc là, c'est la finition, c'est la coupe, c'est la maîtrise de la coupe. C'est aussi ce côté, on va voir toute l'encolure devant, le décolleté devant, qui pointe jusqu'au nombril. Il y a euh, les petites franges, les franges, le coton relâché, c'est beau à voir aussi. Je crois que tout est dans la manière de faire les choses et tout ça, mais
travailler sur de telles matières brutes et simples, c'est jamais évident. Parce que comme il n'y a pas trop d'embellissement, il n'y a pas de motif, c'est juste la matière en elle-même. Et qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc, tout se joue là. Et ça a donné cette robe, ce que vous avez en face de vous en image, la simplicité, mais tout est maîtrisé dans ce côté. Alors, on va passer par les ensembles finaux de la présentation. Ces deux ensembles magnifiques avec les tissus imprimés. Mais cette collection-là ou ces ensembles-là parlent d'un autre type de collaboration, les collaborations avec les artistes aussi. Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de ces créations-là et aussi les œuvres de l'artiste camerounaise Boris Nzebo? Alors, Boris Nzebo qui fait des choses assez impressionnantes. J'adore des lignes, j'adore ce côté graphique, hein. Des choses qu'on peut lire avec, selon ce qu'on voit et ce qu'on imagine aussi quand on voit un tableau d'un tel artiste. Donc, la collaboration a été faite de façon très amicale. Et j'ai choisi certains tableaux que je voulais réinterpréter à ma façon. Donc, j'ai pris des informations qu'on a revues avec son accord, avec son accompagnement aussi. Et les informations ont été retravaillées et puis on a imprimé ces tissus en soie. Il y a deux aspects de tissu, on a la soie et du coton. Et on a monté des modèles. Je voulais des choses qui soient structurées comme des pantalons très classiques, mais des beaux pantalons très droits, avec des tops drapés. Il y a même eu des vestes aussi à l'intérieur. Dans la mini collection, il y avait, je crois, si je ne me trompe pas, 8 silhouettes, 7 à 8 silhouettes. Il y a le côté aussi la chemise boubou qui est très aérée, qui bouge bien avec le pantalon et tout. Et c'est un travail qui m'a beaucoup plu. Parce que aussi, vu le personnage de Boris, qui prête attention aussi à son environnement et qui dessine des belles choses au niveau des lignes de son travail et qui me touche beaucoup. Et voilà le rendu que ça a donné. Et qu'est-ce qu'il voulait dire de plus par ça? Les couleurs, c'est très coloré. Parfois, c'est des couleurs comme ça qui, euh, qui vont illuminer notre vision, qui vont éblouir aussi notre vue, parce que ça capte hein, tout de suite. Hein. Et voilà. Est-ce que vous avez collaboré avec les autres artistes sur les motifs, les tissus comme ça? Pas souvent. Les collaborations, ça dépend. Oui. Les artistes, il y a beaucoup que j'aime. Mais bon, parfois, il faut attendre le bon moment. On peut avoir des idées qui nous passent en tête. Je peux avoir des idées qui me passent en tête, tout ça, mais parfois, c'est pas le bon moment. Donc, on attend de voir. Et des collaborations sont très intéressantes parce que c'est deux personnes qui s'alignent, parfois ça marche ou ça marche pas aussi. Oui. Hein, c'est au feeling. Il faut bien ressentir un peu. C'est qu'on a deux vies différentes qui vont s'aligner et puis après on va voir au fur et à mesure comment les choses avancent. Et parfois on peut se tromper aussi. Oui. Et, Mais. Et au niveau. Oui, allez-y. Oh non, vous allez-y, allez-y, j'ai pensé que vous êtes fini. Et sur la fusion, les collaborations, je tenais à saluer certains musées comme le VNH à Londres avec comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, Christina Chanchiska. Oui, Christine Chegginska, qui était comme le commissaire de Mode Afrique.
Oui, Afrique Mode, la commissaire Christina, qui est quelqu'un qui soutient beaucoup les designers, et que je tiens à saluer. Du côté d'Atlanta aussi avec Raphaël Gomez, qui oui, était aussi le commissaire de l'Afrique vers le monde. oui, N'est-ce pas, des moments forts aussi, ça. Que ce soit du côté de Christina avec le musée Viennet à Londres, que ce soit du côté d'Atlanta avec oui, le Scat Fashion. C'est des moments importants. oui. Mais merci beaucoup, Eman. C'est tout pour moi, mais on va laisser quelques minutes pour les questions des gens qui ont participé. Alors, est-ce qu'on a les questions pour Eman? Dans la section du Q&A, si vous avez des questions, donc on va pouvoir les prendre. Et peut-être, Alexis, en attendant, tu peux, si tu as une autre question, tu peux continuer, puis on va donc prendre les questions au fur et à mesure. Oui, mais c'est ça. Ma seule autre question était juste, mais vous avez déjà parlé un peu de ça, mais juste comment vous trouvez dans Afrique Mode? Est-ce que c'était Christine Chekinska du VNA qui vous approché ou quelqu'un d'autre? Comment est-ce que vous avez trouvé surtout cette place phare dans l'expo, l'ensemble fuchsia qui ouvre l'expo? Alors, Christine Chesenka m'a contacté. euh, et quand il y a de tels appels, de tels contacts, parfois, on se dit pourquoi moi, qu'est-ce qu'il y a derrière et tout. Il y a un peu l'hésitation jusqu'à ce que on nous rassure, oui, c'est bien pour vous. Le projet, on a pensé à vous, ça s'est passé de façon naturelle. Christina, c'est quelqu'un qui prête attention aux artistes, aux designers. Et, euh, et l'accompagnement, il y a eu des échanges de courriers, de conversations. La sélection a été faite et j'ai envoyé des images qu'elle avait déjà observé avant. Et après, elle avait son choix à faire aussi, mais elle m'a donné aussi mon mot de décision si j'étais d'accord. Et oui, donc on a travaillé main dans la main, et puis voilà, elle est arrivée à faire le choix total, hein, et sur deux silhouettes prêtées, et si j'ai bonne mémoire, un achat. Et ce qui est très encourageant aussi. Et ouais, je pense que c'est ça. Non, je crois que deux achats, si j'ai bonne mémoire, deux achats. Oui. Bref, hein. Je sais pas, je me souviens plus de tout ça, bien de tout ça, pardon. Donc, et l'expo, et au niveau de l'exposition en elle-même, les choses ont été vraiment mis de façon en valeur comme il se devrait. C'est bien présenté. Puis la communication, l'échange aussi avec la presse, tout ce qui peut accompagner une exhibition de robes dans un tel endroit impressionnant comme ce musée à Londres. Donc l'accompagnement était vraiment au rendez-vous. C'était très bien. On a une question du public. Comment voyez-vous la place de la mode africaine peut prendre dans la mode du monde? L'engouement et la reconnaissance grandissante pour la mode africaine. Donc, imagine dans un contexte où il y a justement cet engouement, comment est-ce que vous imaginez cette place grandissante? Euh, Bien sûr que ça grandit petit à petit. Le monde découvre aussi l'Afrique avec beaucoup de choses. L'entrée d'un designer euh, dans le calendrier officiel de la haute couture, hein, qui est le plafond du luxe du monde. Ça aussi, c'est une manière d'ouvrir aussi la porte du luxe à l'Afrique. Parce que, il y a beaucoup de choses qui comptent aussi par rapport à ça. Et il y a doivent d'abord comprendre que la mode, c'est pas du jeu ou c'est pas un jeu, c'est du sérieux. C'est une grosse machine économique. C'est de l'économie qui porte.
beaucoup à tous ces pays qui se prêtent au jeu, qui prennent au sérieux les métiers de la mode. Parce que le problème qui se pose encore en Afrique, c'est que les gens pensent que la mode est faite là juste, c'est un amusement comme ça. Bien sûr, c'est un amusement. C'est un spectacle comme ça pour faire rire les gens, aller voir les belles filles qui vont défiler et les mater. Oui, ça peut être ça, mais même ces belles filles-là, les mannequins, c'est un vrai boulot. C'est pas de l'amusement. Tout le monde ne peut pas être mannequin. Donc, la question, c'est d'abord aux Africains eux-mêmes. Tout le monde s'habille, mais que, que pense-t-il aux gens qui sont derrière les machines, aux gens qui font ce métier de la mode? Il faut consommer, il faut étudier la mode, il faut former les gens. La mode, il y a plusieurs métiers dans les corps, dans le domaine de la mode. C'est que parfois il dit souvent que la mode, c'est un tout en général, tout ce qui nous accompagne dans notre vie. C'est l'art de la table, c'est l'architecture, c'est la coiffure, c'est les chaussures, c'est le vêtement, c'est tout un tas de choses. Mais là, on est beaucoup plus précisément dans le vêtement. Donc, il faut acheter les jeunes designers africains. Si on ne les achète pas, ils ne peuvent pas évoluer. Il faut leur prendre au sérieux. Il faut leur donner de la place. La mode, c'est une vraie machine économique et très sérieux parce que tout le monde s'habille. En même temps, on néglige les designers africains. Hein. Donc, ça vient de côté à un autre d'ailleurs. Alors que ce qui vient d'ailleurs, on pense que c'est forcément mieux. Oui, c'est mieux, mais on peut aussi fabriquer les siens. Par exemple, je vais parler le cas du Cameroun, du Sénégal ou du Gabon. Par exemple, si on achète du local, ça va donner de la force, ça va donner du courage aux jeunes générations. Ça ne plus aller à l'aventure, on connaît le truc, s'exiler à l'aventure de l'exil de la réussite, alors qu'on peut maintenir les gens sur place pour pouvoir accompagner le pays, avoir des métiers qui tiennent la route. Donc, c'est tout un tas de trucs que je ne peux même pas expliquer en deux mots. C'est très profond et très long. Donc, la prise en compte et redonner confiance aux jeunes générations et redonner confiance aussi que les métiers de la mode, c'est des vrais métiers. Ce n'est plus comme à l'époque, on pensait que comme l'enfant n'a pas pu être bon à l'école sur les décisions de son père et de sa mère qui rêvaient que l'enfant devienne ministre docteur. C'est une manière de dévier aussi la destinée de l'esprit de l'enfant. Alors que l'enfant voulait devenir coiffeur ou maquilleur ou un styliste ou même un comédien ou un écrivain ou un ministre, pourquoi pas. Mais parfois, les parents décident à la place des enfants. C'est une manière de tuer aussi l'âme de certains jeunes ou leur talent. Donc, il faut observer les enfants. Et à partir du moment qu'on les a cernés, il faut faire un accompagnement. Donc, les métiers de la mode, il y a beaucoup de soucis en ça. C'est une très bonne question que nous-mêmes, les Africains, on doit se poser ce genre de questions et d'observer l'environnement, d'observer aussi le monde, comment le monde fonctionne, et pouvoir aussi mettre le point sur les i, donner la fonctionner. Donc, où est-ce qu'on va aller avec le domaine de la mode africaine? Merci beaucoup, Iman. Merci, Alexis. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Belle soirée à vous, Iman. Je vous rappelle que l'exposition est en cours jusqu'au 1er février. Donc, on vous invite à venir voir les œuvres d'Iman. Puis, Iman, j'aurais été curieuse de savoir 3 noms peut-être à suivre justement de la relève africaine. Peut-être on finit là-dessus. Vous avez parlé de l'importance de... Alors, ça va être. Je vais faire déjà lu tout, je vais pas préparer ça. Alors, je dirais Tebe Magougou d'Afrique. J'aime bien Tebe Magougou parce que euh, euh, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Ce côté très humble, très effacé. Il travaille bien les couleurs et tout, les formes. Il met bien en valeur aussi sa culture. Et qui d'autre? J'en sais rien. Je pourrais plutôt saluer aussi ceux qui ont été là avant nous. Parfois, ça peut faire du bien. Je saluerais bien Chris Sédou ou alors Gisèle Gomez. Des gens qui ont, parce qu'on ne peut pas avancer si on ne,
on ne rend pas hommage aux gens qui ont été là avant nous. L'histoire en dit long, mais c'est toujours bien d'avancer, mais il faut revenir, faire les réflexions sur le passé, savoir dire merci à ceux qui ont été là avant nous. Et Gisèle Gomez, il y a bien d'autres. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Merci au Emma. public d'avoir été là et puis une belle fin de journée à tous.